Bon, ben, je me remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée. J'apprends plein de choses moi-même. Puis je voudrais aussi souligner le travail de ma prédécesseur, Marie-France Goyer, qui est la pharmacienne qui a débuté le projet du NTBC Québec Study. Mais elle a pris sa retraite et moi, j'ai pris sa place il y a 4 ans, là, donc quand elle a pris sa retraite. Il y en a sûrement d'entre vous qui l'ont côtoyée. Donc moi, aujourd'hui, on m'avait demandé de parler plus spécifiquement, en fait, de la pharmacologie du NTBC, de la toxicité du médicament. Donc, c'est sur quoi je me suis penchée, mais je voulais aussi vous décrire la cohorte, dans le fond, de mon point de vue comme pharmacienne et discuter un peu des enjeux de présent et futur du circuit du médicament. J'avais beaucoup de choses à donner. Il y a des choses qui ont déjà été dites, fait que je vais passer rapidement sur certaines choses. Donc, l'historique de NTBC, moi, j'ai découvert ça en cherchant, en préparant ma conférence. C'est très intéressant, mais on vous l'a déjà dit, je ne répéterai pas. La seule chose que je voulais vous souligner, c'est que le NTBC, l'orfadin, la nitisinone, appelons-le comme on veut, est approuvé aux États-Unis depuis 2002, est approuvé en Europe depuis 2005, mais au Canada, présentement, il n'est toujours pas approuvé par Santé Canada. Donc ça a des impacts sur son utilisation. La dégradation de la tyrosine, le site d'action de NTBC, vous le connaissez. Par contre, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est comme... Excusez-moi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'inhibition de l'enzyme 4-HPPD se fait très rapidement en l'espace, dans les études chez le rat, en l'espace d'1 heure, l'enzyme était complètement inhibée. Puis ça se répercute en clinique, là, comme Dr. Mitchell l'a dit, entre autres, où on voit que les taux de succinyl-acétone descendent très rapidement dans les 24 heures suivant le début de l'administration du médicament. Donc, je me suis lancée dans les études animales, ce qu'on fait pas souvent comme pharmacienne, mais c'était très intéressant. Donc, Locke est un des premiers qui a étudié le NTBC en tant qu'herbicide. Puis que lui, il s'est penché sur deux aspects dont la distribution tissulaire et la toxicité oculaire, parce qu'il y avait des données chez le rat qui avaient démontré une toxicité oculaire dès les débuts. Donc, au niveau de la distribution, ben en fait, c'est très intéressant parce que ce qu'il a trouvé, c'est que les doses le NTBC allait spécifiquement se distribuer au niveau du foie et au niveau des reins, ce qui est parfait dans ce cas-ci parce que c'est les sites d'atteinte de la maladie. Donc, on retrouvait des concentrations, dans le fond, chez le rat. Après 4 jours, les concentrations au niveau hépatique étaient les mêmes ou presque qu'après 2 heures d'administration de la dose. Donc, le médicament, le NTBC se lie à l'enzyme et le complexe reste en place très longtemps. Donc, le complexe se forme et il reste, ça prend beaucoup de temps, parce que ça prend environ 60 heures pour qu'il se dissocie. C'est le temps de demi-vie, excusez-moi, qui est de 60 heures pour qu'il se dissocie. Et c'est la même chose chez la souris. Les concentrations hépatiques étaient presque les mêmes, étaient fixes en fait depuis après 2 jours. Vous voyez, c'est 8.3, 9.3, 7.2, donc ça reste quand même stable. Au niveau de la toxicité oculaire, en fait, c'est comme je vous dis, des données avaient été notées très rapidement. Donc, après 6 semaines d'administration quotidienne chez le rat, on y avait 75% des cobayes qui avaient une atteinte au niveau de la cornée. Et là, il s'est demandé, est-ce que c'est le NTBC qui crée cette lésion-là ou ça serait l'hypertyrosinémie? Il semblerait que ça serait plutôt créé par l'hypertyrosinémie que par une action directe du NTBC. Parce qu'entre autres, les concentrations au niveau de NTBC au niveau de l'humeur aqueuse, le médicament est très rapidement éliminé puis il n'y a pas d'accumulation. Par contre, chez la souris, il n'a pas noté cet effet de toxicité oculaire. Donc, en bref, chez l'animal, le NTBC inhibe l'enzyme de HPPD. La distribution se fait au niveau du foie et du rein. Et, comme je vous ai dit, dans le fond, ça serait vraiment plus l'accumulation de tyrosine qui créerait la toxicité oculaire parce que les concentrations s'approcheraient du point de solubilité. Donc, c'est ce qui créerait les cristaux. Il a fait des études aussi, c'est le chien, le lapin et le singe. Puis il y aurait l'effet se retrouverait chez le chien, mais pas chez le lapin ni le singe. Donc il y a quand même une diversité selon les espèces animales. Donc la répercussion chez l'homme n'était pas nécessairement facile à prévoir. Au niveau de la pharmacocinétique chez l'homme, ben ça aussi on a parlé un petit peu de l'historique.
Fait que dans le fond, ce que je voudrais pointer, c'est que le médicament a eu, je crois, des effets tellement spectaculaires, tellement dramatiques chez les patients, que le médicament a été approuvé, commercialisé sans études de phase 2, 3 ou 4. Donc, on a quand même très peu de données vraiment pharmacocinétiques sur le médicament en tant que tel. Il y a quand même eu une étude chez 10 hommes volontaires sains adultes où là, on voulait comparer la biodisponibilité du produit en formulation liquide versus en capsule. Et ce qu'on sait de cette étude-là, en fait, c'est que le temps de demi-vie de la molécule est de 54 heures, ce qui va être intéressant pour mes propos tantôt. Et les deux formulations étaient bioéquivalentes. Les autres données pharmacocinétiques proviennent beaucoup de la compagnie de Sobi, de la monographie du produit. Mais en gros, ce qui est intéressant, au niveau du métabolisme, il n'y a aucune interaction connue avec le NTBC. Il serait possiblement métabolisé de façon mineure par le cytochrome 3 à 4 et il serait lui-même un inhibiteur faible du cytochrome 2C9, mais il n'y a aucune interaction rapportée dans la littérature avec aucun médicament. Donc, je pense qu'on peut, moi je dis en tout cas à mes patients, qu'il n'y a pas d'interaction connue, donc quand même de toujours aviser le pharmacien, évidemment, mais qu'ils peuvent prendre les autres médicaments prescrits sans crainte d'interaction avec l'NTBC. Puis, bon, au niveau de l'élimination, il n'y a pas d'ajustement prévu en insuffisance rénale ou en insuffisance hépatique. Voilà. Puis au niveau de la nourriture, mais dans le fond, la compagnie recommande de l'administrer sans nourriture 1 heure avant ou 2 heures après, parce qu'ils n'ont pas de données avec administration de nourriture. Moi, je préfère suggérer aux patients de le prendre toujours de la même façon. Parce que de toute façon, le temps de demi-vie est assez long. Les médicaments, on dose le NTBC dans le sang. Puis c'est très difficile de prendre un médicament à jeun pour toute sa vie. Vous essayerez. Il y a des patients qui ont de la misère à prendre un antibiotique à jeun pendant 10 jours. Essayez-le toujours, vous allez voir, c'est pas facile. Surtout avec un jeune bébé, à jeun, ils sont rarement à jeun. Au niveau de l'innocuité, dans le fond, en général, on en a parlé aujourd'hui quand même un petit peu, c'est en général très bien toléré, c'est un profil sécuritaire. Au niveau de la toxicité oculaire, je vous ai parlé des animaux. Chez l'homme, comme on l'a dit un petit peu, il y a quelques cas de rapportés. Nous, on a, pas nous, mais pas moi, j'étais pas là encore, mais l'équipe de Québec a rapporté un cas de cristaux oculaires avec photophobie, mais encore, comme disait Dr Mitchell, avec une diète restreinte, le cas s'est rapidement résorbé. Voilà. Puis sinon, il y a quelques cas de rapportés de leucopénie, thrombocytopénie, fait qu'évidemment, dans le suivi, on fait des formules sanguines. Puis il y a tout ce qu'on a parlé un peu au niveau du développement cognitif, là, qui est encore un peu incertain en termes de est-ce que c'est dû aux médicaments, est-ce que c'est dû à la maladie. Il y a très peu de données. Grossesse et allaitement, ça a été discuté aussi. La seule chose, c'est que moi, j'ai quand même retrouvé quelques données chez la souris et le lapin, des cas d'ossification incomplète, des cas de retard de croissance, mais c'est des données sur des très petits nombres. C'est donné sur des souris et des lapins, fait que c'est pas toujours applicable chez l'homme, mais je suis pas une spécialiste non plus de grossesse et allaitement là, avec les médicaments. Mais je pense que c'est quand même juste à garder en tête pour les cas futurs, puis sans penser qu'il n'y a aucun effet connu de toxicité avec le NTBC. Le lait maternel, le NTBC, il va passer dans le lait. Son poids moléculaire est assez petit pour qu'il passe. Donc, c'est sûr que dans le cas d'une maman qui allaite, dans le cas d'une patiente touchée qui prend du NTBC puis qui allaitera un bébé sain, je pense que ça serait une discussion à avoir, mais ça serait probablement un cas où on voudrait pas faire d'allaitement. Dans le cas où le bébé est atteint, là, ça serait une autre discussion. Au niveau de la posologie de la dose, ça a un peu été discuté par Dr Mitchell, Dr Rougier. Fait que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs données dans la littérature. Mais moi, ce qui m'a à Sainte-Justine, j'en parle un petit peu plus loin, mais on commence à 2 mg kg jour avec les petits bébés, puis on laisse la dose descendre selon avec le poids, l'enfant qui prend du poids. Mais il y a quand même des cas qui ont été rapportés avec des doses plus faibles où les patients étaient quand même bien traités avec des doses entre 0,5 et 0,8 mg kg jour. Puis dans le fond, ce qu'ils visaient, eux, c'était vraiment d'avoir un taux de succinylacétone indétectable. Fait que je pense que c'est intéressant, puis vous allez voir un peu, ça peut avoir des impacts économiques, entre autres, je vais vous en reparler plus loin. Au niveau de la fréquence,
Mais nous, tous nos patients sont traités avec des doses à 2 fois par jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être réévaluer au cours des prochaines années, parce que l'observance est un problème. Ça a été décrit par Mazurel et Paulet, puis on en a aussi dans notre cohorte de patients qui prennent pas bien leurs médicaments. Je pense que vous le savez tous que c'est un problème. Mais il y a des études où le médicament est donné 1 fois par jour. Dans les recommandations publiées en 2014, c'est ça qui est recommandé aussi. Fait que je vais travailler avec Dr. Mitchell pour peut-être voir à changer ça, peut-être pour certains patients qui seraient prêts à l'essayer, puis à avoir des données, évidemment, sur ces patients-là. Parce que le temps de demi-vie de 54 heures du NTBC, cliniquement, permet une administration 1 fois par jour. Donc, rapidement, la formulation liquide serait bioéquivalente aux capsules. On l'utilise pas ici. Je ne sais pas si c'est utilisé ailleurs dans le monde, mais au Canada, on ne l'utilise pas. Évidemment, tous les cas de grossesse, je pense qu'il faut que tout le monde les publie, les partage pour que tout le monde soit au courant de tous ces cas-là dans les prochaines années. Puis voilà. Puis dans le fond, c'est ça. Là, je vais m'en aller un petit peu dans. Je dis personne n'a parlé de coûts, de sous, d'argent, mais c'est quand même une réalité qui moi, je vis avec ça tous les jours. Donc, optimiser la dose, ça a aussi une répercussion pour le patient, mais ça a aussi des répercussions cliniques. Fait que je vous parle brièvement de la cohorte Québec 2015. Donc, présentement, moi, j'envoie des médicaments à 89 patients partout au Québec. Donc, je dis nos patients, mais évidemment, c'est des patients de tout le monde parce qu'ils sont répartis un peu partout. Puis, Québec les suit, les gens ici les suivent aussi. À Montréal, il y a des gens en CUSUM. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire, multicentrique. On a un petit peu plus de garçons que de filles dans la cohorte. Ils ont en moyenne 12 ans. Fait que vous voyez, on a quelques patients plus de 25 ans, 3, mais sinon, ils se tiennent par tranche de 5 ans. Donc, on voit que les gens vieillissent, les patients vieillissent, puis j'en ai de tous les âges. Au cours des 10 dernières années, on a eu 40 nouveaux cas. Puis, j'étais curieuse de voir un petit peu comment ça se distribuait au fil des années. Fait que depuis, dans le fond, l'année passée et cette année 2014-2015, on a 10 nouveaux cas juste depuis l'année passée. Mais c'est variable, en fait, selon les années. Ça, c'est le nombre de patients qui suivent au fil des ans. Fait qu'évidemment, ça va juste en augmentant parce que les patients vont bien et grandissent et vieillissent. Donc, comme je vous disais, on est rendu à 89 patients. Moi, je me suis amusée. J'avais leur code postaux. Je les ai mis sur une carte. Fait que ça correspond avec ce que Dr. Giguère aussi montrait un peu. Fait qu'il y a encore beaucoup de patients dans la région ici, mais il y a un petit centre à Québec. Il y en a beaucoup à Montréal, mais ça va jusqu'à Port-Cartier, Rouyn-Noranda. Fait que c'est vraiment étendu partout dans la province. Ça, c'est la quantité de capsules de NTBC servies annuellement. Fait que ça, c'est les derniers chiffres datent de 2013-2014. Si j'additionne aujourd'hui les 2, les 5, les 10 pour cette année, on est au-dessus de 130, on est environ à 130 000 capsules distribuées pour l'année. Donc, on a dit un petit peu, nous, on commence à 2 mg kg/jour, on le donne en 2 prises. On vise entre 50 et 100 de concentration sérique de NTBC. Présentement, le patient qui prend la plus grosse dose en termes absolus prend 72 mg par jour. Et par contre, nos chiffres de notre dose quotidienne correspondent à ce que Dr. Augier vous avez dans vos statistiques. On est environ en moyenne à 1,07 mg kg/jour. Ça, je vous ai mis quelques taux de concentration sérique de NTBC. Je me suis amusée un petit peu. Je pense que le plus intéressant, c'est celui-ci ici. Ça, c'est une patiente qui est non observante. Fait que vous voyez, elle se promène avec des taux qui peuvent aller à presque indétectables à 6-7 micromoles par litre. Puis quand elle va bien ou quand il y a un rendez-vous prévu probablement, ben là, les taux augmentent à des taux, des fois on est monté à 124. Fait que c'est vraiment variable. Ça dépend de comment le patient prend son médicament, finalement. Fait que ça, on en a quelques-uns comme ça où on voit clairement l'effet de la prise ou non de la médication. Fait que ceux qui se demandaient tantôt si on suit ça, puis si on est capable de voir l'observance, oui, on a des beaux graphiques qui nous montrent ça. Ça, c'est les dépenses annuelles pour le traitement de la tyrosinémie. Donc, cette année 2014-2015, ça va avoir coûté plus de 12 millions pour traiter les 90 patients. Fait que c'est super important qu'on les traite, puis c'est super qu'il y ait accès aux médicaments, mais il faut quand même être conscient des coûts de ce traitement-là. Donc, une capsule de NTBC de 10 mg coûte 82 $.
Vous voyez, en 97, le coût moyen de traitement par année, c'était 35 000 par patient. On est rendu à 134 000. Mais c'est pas compliqué. Premièrement, on achète le NTBC en argent américain. Fait que vous voyez que cette année, ça va nous coûter cher. Évidemment, la taille de la cohorte augmente. Donc, on en sert à plus de patients et les patients prennent du poids, grandissent et on donne leurs médicaments en milligrammes par kilo. Donc, c'est sûr que ça ne va seulement qu'en augmentant. L'équipe, moi j'étais pas là encore, là, mais il y a eu une étude de coûts-conséquences qui a été faite par mon patron et une étudiante en pharmacie qui ont évalué dans le fond les coûts de la nitinone versus la greffe. Puis c'est sûr que au niveau des hospitalisations, quand même les patients traités avec le NTBC, les coûts étaient beaucoup plus faibles. C'était 673 $ versus 5 500 ou 12 980 annuellement. Fait que dans le fond, ce qui concluait, c'est que le traitement améliore vraiment les résultats des patients et puis c'est sûr que ça réduit les coûts des ressources en santé versus une greffe, OK? Mais c'est sûr que là, ça c'est jusqu'en 2009 dans cette étude-là, fait qu'il faudrait revoir au final, au total d'une vie, les coûts du NTBC versus, mais évidemment, il y a d'autres facteurs à en tenir en compte, là. Fait que je vais passer vite sur mon rôle de pharmacien dans l'équipe, mais il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans l'équipe, parce que des fois, on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça fait un pharmacien dans un hôpital. Mais évidemment, dès qu'il y a un nouveau diagnostic, si les gens sont loin, moi, je vais appeler les parents, je vais leur expliquer la médication. On fait les envois à Sainte-Justine, on a 90 patients, fait qu'on les regroupe, puis on fait les envois 3 fois par année. Fait que 4 fois par année. Fait que 4 fois par année, je reçois un paquet d'ordonnances de Dr Mitchell, puis là, je mets une équipe là-dessus, puis ça nous prend 2 jours à préparer les 90 enveloppes, puis à envoyer ça partout dans le Québec par messagerie. C'est quand même une gestion. Puis évidemment, je participe au suivi des patients au niveau de l'observance, vérifier qu'est-ce que les patients prennent comme autre médication à la maison. Le cas où on a eu la patiente hospitalisée ou quand on a des nouveaux diagnostics, je vais aller voir le patient à l'étage aussi. Fait que ça, c'est le petit papier que je demande aux parents de me remplir une fois par année avec tous les médicaments que les patients prennent à la maison. Je vais répondre aussi aux questions là, des pharmaciens communautaires, de Dr Mitchell, de Martine, l'infirmière. On a un comité interdisciplinaire provincial sur la tyrosinémie sur lequel je participe aussi. Puis avec la phénylalanine, je n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire, je suis un peu impliquée parce que les pharmaciens communautaires qui reçoivent une ordonnance de phénylalanine, ils savent pas c'est quoi, ils savent pas où prendre ça, puis ils savent pas les doses, ils savent pas grand-chose. Et qui m'appellent, je leur donne le peu d'informations que moi-même j'ai, mais je peux au moins leur dire où se procurer le médicament. Puis comme je disais, le médicament n'est pas commercialisé au Canada, donc il faut faire des demandes à Santé Canada pour importer le produit de Suède et y avoir accès. Donc il faut remplir des demandes, il faut justifier, il faut donner un petit rapport sur l'évolution clinique de tous les patients de la cohorte. Et on est quand même soumis à leur approbation. Fait que je pense pas qu'il y ait aucune crainte, honnêtement, du tout qu'ils coupent, mais Santé Canada pourrait dire n'importe quand, nous, on l'autorise plus l'importation, là. Fait qu'on est vraiment dépendant de leur autorisation. Par ailleurs, je sais que Sobi est dans des démarches pour possiblement arriver à avoir un DIN, un Drug Identification Number, donc une autorisation de mise en marché au Canada, mais je sais pas s'ils sont rendus où dans leur démarche exactement. En gros, c'est ça. Fait que ça, c'est ma joyeuse équipe technique qui prépare les médicaments pour les 90 patients. Ça, c'est où est-ce qu'on garde, là. Présentement, ça, c'était tout de suite après un envoi. Mais d'habitude, tout cet espace-là vide autour des boîtes blanches est rempli parce que quand je commande pour 10 000 capsules, ça prend de la place dans la chambre froide parce que le médicament doit être réfrigéré. Puis dans les autres rôles que je fais, je dois m'assurer justement du monitoring de la chaîne de froid, m'assurer que le médicament est bien gardé au frais. Donc, au niveau des enjeux, il y a ce dont j'ai parlé un petit peu, la meilleure dose. Est-ce qu'on devrait vraiment viser 1 mg kg/jour pour tous les patients ou est-ce qu'on devrait y aller selon les taux de succinylacétone non détectables puis avoir à ce moment-là des doses un petit peu plus petites, ce qui fait moins de capsules à prendre pour le patient, une diminution des coûts aussi. Juste pour vous dire, j'ai oublié, mais dans le fond, présentement, qui paye pour le NTBC au Québec, c'est le ministère de la Santé, le MSSS, qui a une enveloppe budgétaire fermée, prévue pour ça. Mais c'est en fait, j'en reparle après, mais dans le fond, fait que c'est pas les patients qui déboursent, là, c'est le gouvernement qui prend en charge ce traitement-là. Heureusement, parce que je pense que la majorité des gens pourraient pas se le payer s'ils devaient le payer, étant donné les coûts importants. Donc,
si je reviens. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on devrait avoir des doses plus petites si on a réussi à avoir la même efficacité clinique? Ça pourrait être intéressant. Puis, bon, un autre enjeu, c'est que les patients vieillissent. Donc, le transfert, la responsabilité des patients qui devraient plus être autant couvés, pris en charge par les parents. Vers 17-18 ans, il faut que les patients se prennent en charge. Il faut qu'ils deviennent autonomes pour justement la prise de leur médication. Fait que ça, c'est toujours un enjeu. C'est comme ça dans plusieurs maladies chroniques. C'est pas juste c'est pas juste spécifique à la tyrosinémie. Mais il faut travailler avec les patients pour qu'ils deviennent plus autonomes dans leur prise en charge de leur maladie. Fait qu'on a quand même 28 patients de plus de 16 ans. Fait que moi, dans ce temps-là, j'essaye à ce moment-là de plus parler aux parents puis de parler à l'enfant. Puis le transfert vers le milieu adulte, présentement, ils sont tous pris en charge chez nous. Mais un jour, il va y avoir un transfert vers des centres adultes. Puis à Sainte-Justine, on est très bon pour bien envelopper les patients, les prendre en charge de A à Z. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai entendu dire que c'était pas toujours le cas dans les milieux adultes. Donc, pour certains, ça va être difficile, peut-être, la transition. Les cas de grossesse, on en a parlé. Donc, économique, c'est ça. Dans le fond, nous, le financement du ministère, il est encore là. Comme Santé Canada, le ministère pourrait aussi, demain matin, dire il n'y a plus de sous. C'est quelque chose qui revient ces temps-ci dans leur vocabulaire. Encore là, je pense pas qu'il y a de crainte à court terme, mais le financement, à chaque année, il faut refaire la demande, il faut rejustifier, puis l'enveloppe, elle est fermée depuis 2013. On a toujours le même montant d'argent, mais les coûts augmentent, comme vous avez vu. Fait que l'hôpital absorbe, on trouve des sous ailleurs, mais c'est quand même, dans notre réalité à la pharmacie, c'est quelque chose qui est quotidien, ou presque. Puis, c'est ça. Fait que donc, si Sobi commercialise le produit, ça va quand même changer la donne sur plusieurs aspects, sur la prescription, sur la disponibilité du produit. Donc, ça va être quand même, ça serait quand même un gros changement là sur divers points. Puis, nous, on les suit en cohorte, mais c'est avec plus de 90 patients, ça commence à être difficile autant pour moi, la pharmacie, je pense que pour les rendez-vous annuels, là, de les voir tous dans la même semaine, plus il y a de patients, plus c'est difficile. J'ai reculé. Mais le but, c'est d'avancer et de terminer. Donc, comme plusieurs de vous l'ont dit déjà, l'antisinone a vraiment changé la vie des patients. Il y a peu de données pharmacocinétiques. Donc, c'est sûr que je pense que Dr. Auger, vous parlez des 170 patients là, qui sont en train d'être mis dans une banque de données, tout ça. Fait que ça peut être intéressant. Ça va pouvoir nous donner peut-être des données supplémentaires. Le médicament, par contre, est bien toléré, peu d'effets secondaires. Chez nous, je pense qu'on va essayer de voir pour changer une administration une fois par jour, ce qui va être intéressant. Puis, comme ça, est-ce que le Refadin sera commercialisé? Ça reste à voir. Merci. Peut-être juste dire pour les questions que demain matin, il y a une séance spécifiquement pour les parents. Fait que s'il y a des parents qui ont des questions puis qui sont là demain, peut-être les garder pour demain. Je vais avoir plus de temps pour répondre comme il faut. Dr. Maranda? Oui, Bruno Maranda, Sherbrooke. Donc, pour la posologie d'IE, je comprends que ça peut améliorer la compliance de façon assez importante chez les patients, là. Mais tout ça repose sur une pharmacocinétique adulte. Est-ce qu'on a des données de pharmacocinétique, je ne sais pas, entre les 0 et 4 ans? Est-ce qu'il y a des exemples de molécules de ce type-là où la pharmacocinétique change beaucoup selon le groupe d'âge? Ça pourrait faire en sorte qu'une posologie d'IE ne serait pas adéquate? C'est sûr que c'est un bon point parce qu'en effet, les enfants ne sont pas des petits adultes et ils ont des fois une cinétique différente. Par contre, il y a quand même j'ai pas de données spécifiques à l'enfant. On n'en a pas compilé à Sainte-Justine, là, malgré tout le bagage qu'on a. Il n'y a jamais eu d'analyse de fait sur les dosages qu'on a eus puis de prélèvements sanguins qui permettraient de calculer un temps de demi-vie chez l'enfant. Par contre, il y a eu une étude publiée de Schlun, excusez, là, je ne sais pas son nom comme il faut, en 2012 où elle a transféré 7 patients à une posologie d'IE, puis il y a 2 nouveaux bébés qu'elle a débuté avec une posologie d'IE. Puis il y en a peut-être d'autres, là, parce que dans les recommandations du groupe, c'est ce qui est recommandé aussi. Puis c'est sûr que si nous, moi, mon intention, c'est, si on le fait pour nos patients, c'est de faire une petite étude à Sainte-Justine avec un nombre de patients qui seraient prêts à avoir les prélèvements et tout ça pour justement réussir à publier des données pharmacocinétiques pédiatriques, là, parce qu'elles sont très manquantes dans la littérature. Là.
Très bien. Est-ce qu'on a déjà eu nécessité de donner de la nitisinone intraveineuse à quelque part sur la planète dans une situation où un patient aurait une pathologie digestive qui fait en sorte qu'elle ne peut pas être absorbée? Par ma connaissance, Dr. Auger me dit non. Pas que je sache, je pense pas qu'il y ait de formulation commerciale développée qui existe. Là, moi, je serais bien mal à l'aise d'en inventer une. Fait que je pense que les patients... moi, honnêtement, ça fait 4 ans que je les traite, puis j'ai rien vu dans la littérature pour ça. Nous, les patients, ils vont bien. Fait que peut-être que si vous voulez commenter, Dr. Auger, mais c'est une bonne question. Mais je pense que dans ces cas-là, on essaierait de... Même en insuffisance hépatocellulaire aiguë et des enfants qui vont mal, le NTBC est pas mal absorbé du tout. Après ça, on voit le taux monter. Donc après ça, l'efficacité pour restaurer la fonction hépatique, plus on part bas, plus il faut y aller, mais c'est bien absorbé. Donc on peut se permettre, même en insuffisance hépatocellulaire aiguë, de donner le NTBC par voie orale. Mais si on a une pathologie digestive, là, c'est très facilement absorbé. Oui, c'est au-dessus de 90% d'absorption par voie orale. Et pour la pharmacocinétique chez l'enfant, pour la petite histoire, le nouveau-né de cette femme qui a, avec la grossesse, le nouveau-né au sang du cordon, le taux de NTBC au sang du cordon était le même que celui de la mère. Et ça a mis 5 jours avant, nous c'était 5 jours si j'ai bon souvenir, et la première observation c'était 8 jours avant que le taux de NTBC ne devienne indétectable. Donc la demi-vie même chez le nouveau-né est quand même sûrement très longue. Mais moins de 54 heures. On n'a pas les données. Dans l'exemple que j'ai, le taux de NTBC de départ n'était pas très haut parce que ma femme n'était pas très compliante, donc son taux n'était pas très haut. Bon point. Oui. I'm not sure about the dosing either. And the reason for that is that when you give a patient after liver transplantation, it has been done by some people, NTBC, it has a totally different metabolism than when you give it to a patient without liver transplantation. So my guess is that the data in the adults, which are normal individuals, is completely irrelevant for the patients we are treating on NTBC just without liver transplantation. So I would be very cautious to take the data of the healthy individuals to the patients. Nothing to do with the being a child or adult, but just being a patient, probably with some kind of cirrhosis, is different to a control. Yeah, I missed a bit of what you said, but then again, I don't know, Dr. Mitchell, maybe you can comment too, but I think the patient, their liver, if they're treated soon, their liver is rather normal and functioning normally. But that's a good point, and that's a good question, and that's why we don't want to switch all our patients just at one point without any studying or anything. So, but I don't know. I can understand your point that not all patients who are starting early with NTBC don't have that much of cirrhosis. But I cannot understand why patients after liver transplantation on NTBC have such high tyrosine concentrations. They have only 0.1 milligram per kilogram dosing, and they have tyrosine concentrations up going to 2,000 to 2,500. And our children never come to that concentration. So there's clearly something different we do not understand. And for that reason, I would not change that much in my patients, whether it's an infant or a child or an adult. But maybe I'm wrong, but it's puzzling me. Grant is coming, yeah, so he has an answer. My help. Well, I can't give you really a good scientific answer to these good questions, but I mean,
In the first place, from a practical point of view, currently there's not a intravenous formulation which is available. I know that Sobi is working on this, and it might be available. In practice, as Dr. Augier said, if you just get that first pill into the patient, then things start to get better. And I think while we're waiting for all the science to happen, the clinicians have to remember that you just have to get that one pill in, and then the metabolism changes on that. For the time being, we're not recommending that twice a day, but there's some discussion about doing a pharmacokinetic study. I know that there's one in the works in Europe, and it's possible we might participate in that, but all this is pretty preliminary, and we haven't I don't have a good scientific response, so I'm going to stop talking. But the most important thing is to get the first dose into the patient in the acute phase, if you're confronted with a patient. On va prendre une dernière question. Oui, alors, je vous demanderais votre avis sur la commercialisation. Ça va changer quoi, ça? À part que Grant n'aura plus besoin d'écrire au fédéral pour demander faire venir la composer. Est-ce que ça... Il y a des items là-dedans qui, moi, m'inquiétaient de voir que l'NTBC pourrait être prescrit par n'importe quel médecin. Et probablement n'importe quelle pharmacien ou pharmacienne avec la nouvelle législation. Ah ben là, on est loin de pouvoir prescrire du NTBC. Est-ce que ça va baisser les prix? Est-ce que... Ben en fait, il y a plusieurs aspects, là. Dans le fond, il y a l'aspect de prescripteur. Fait que c'est sûr que ça devient ben en fait, présentement, un médecin pourrait faire une demande à Santé Canada. Est-ce qu'elle serait acceptée? Je ne le sais pas, parce que c'est vraiment une cohorte particulière, puis il y a comme une espèce d'entente particulière avec Santé Canada. Mais si un autre médecin l'essayait à Santé Canada, je ne sais pas, ce serait quoi la réponse. Mais c'est sûr que en discutant avec Dr. Mitchell, le fait que n'importe quel, avec tout le respect de tous les médecins au Québec, mais un médecin pourrait décider de prescrire de partout. C'est sûr que ça peut paraître plus simple pour le patient et tout, mais entre autres, ben, Dr. Mitchell a mentionné les cas où il y avait des succinylacétone élevés, mais qu'il n'y avait pas d'atteinte au niveau hépatique, puis ces cas-là sont suivis sans être traités. Fait qu'on pourrait avoir des craintes théoriques d'un médecin qui aurait une succinylacétone qui pourrait décider de traiter sans... Mais encore là, je pense que les médecins en général vont pas aller prescrire ce type de médicament-là comme ça aveuglément sans parler avec des spécialistes. Mais ça pourrait être une crainte au niveau de la commercialisation. Après ça... au niveau des pharmaciens, on est loin de pouvoir le prescrire le NTBC. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait prescrire avant ça, mais c'est pas dans la loi 41. Mais par contre, c'est sûr que, en fait, ça c'est intéressant. Puis je l'ai pas présenté ici, parce que j'avais déjà beaucoup de choses. Moi, j'ai passé un sondage récemment à ma cohorte québécoise pour savoir plein de choses au niveau plus de leur satisfaction, tout ça. Puis je leur demandais dans le sondage, est-ce que vous aimeriez ça que le NTBC soit disponible à votre pharmacie? Parce qu'il y a des gens qui sont loin, ceux qui sont à Montréal, je pense, sont bien heureux que ça soit nous qui l'envoie. Mais les gens qui sont en région plus loin, des fois, sont un peu inquiets parce que Sainte-Justine, c'est loin. Puis s'il en manque, s'il arrive un accident, il échappe la bouteille dans la toilette, peu importe. Ça peut prendre 2-3 jours avant qu'il y ait accès aux médicaments parce qu'ils en ont pas dans leur pharmacie. Fait que moi, je m'attendais à ce que les patients me répondent que oui, ils aimeraient ça, avoir ça à la pharmacie et tout. Finalement, dans les répondants que j'ai eus, les gens, non. Ils sont bien contents que ça vienne de Sainte-Justine. Mais c'est sûr qu'ils ont rien à faire pour l'avoir non plus, là. Ils le reçoivent à la porte 4 fois par année sans m'appeler, sans en général. Donc, il y a quand même une facilité. Mais donc, quand même, moi, je pense que pour certains patients, ça pourrait être plus simple de les avoir facilement accessibles proche de chez eux. Vous pensez qu'une pharmacie à Matane va garder du NTBC au prix que ça coûte? C'est sûr qu'il y a tout, il y a tout ça, là. L'aspect économique est majeur dans cette commercialisation-là aussi. Là, vous me demandiez, est-ce que le prix va baisser, va augmenter. J'en ai aucune idée. Puis ça, c'est avec les gens de Sobi qu'il faut voir, mais ça vient tout. Puis qui va payer aussi, là. C'est sûr que ça devient plus un programme du ministère. Ça devient qu'il faut qu'il passe par l'INES, qu'il soit accepté pour être sur le régime public. Mon feeling, c'est qu'il serait, considérant la cohorte, les données qu'on a et tout. Mais je sais pas si vous avez vu dans les nouvelles le cas d'Alexion aux États-Unis où la compagnie poursuit Santé Canada parce qu'ils trouvent que leur médicament est vendu trop cher.
Donc, Santé Canada, en tout cas, le groupe de patent au Canada peut dire le médicament coûte trop cher pour le prix qu'il coûte. Je ne sais pas combien ça coûte produire la poudre de NTBC, mais honnêtement, je suis pas certaine que ça coûte si cher. Merci. Mais là, j'ai pas de données. Donc, c'est beaucoup de questions aussi commercialisées qui sont pas répondues. Merci beaucoup, Mme Atkinson.